Bonjour Gilles Casanova, merci de Bonjour. nous faire l'honneur de revenir en cette rentrée 2025 sur Fréquence Populaire. Non, on ne rit pas, tout le monde, plein de gens t'attendaient dans notre public. Peut-être tu as vu, on Et a mis une semaine à revenir sur les ondes, donc merci de revenir pour nous éclairer sur ce qui se passe en je, France je n'ai et dans je le n'ai pas, monde. je n'ai pas pu venir hier parce que j'étais sur CNews. Alors voilà, c'est mal bien sûr d'avoir choisi CNews, hein, mais ils ne me proposaient pas aujourd'hui. Donc Fréquence Populaire proposant deux dates, je me suis permis de faire l'un et l'autre. Nous ne sommes pas jaloux, nous partageons le savoir et je pense que tu as pu être aussi intéressant pour les auditeurs de CNews que tu le seras pour nous. Alors Euh, vous avez évoqué cette visioconférence des BRICS. D'abord, c'est intéressant de voir que la mode passe vraiment aux visioconférences. Vous avez la, comment ça s'appelle ça? La coalition des volontaires ou quelque chose comme ça, dans lequel un certain nombre de grands États disent qu'ils ne sont pas volontaires autour de Macron pour aller faire la guerre en Ukraine, qui font des visioconférences, et vous avez les BRICS qui ont fait cette visioconférence. Moi, un point m'a intéressé dans cette visioconférence, c'est la décision prise de mettre en place un mécanisme pour contrer des sanctions. Ça, c'est nouveau. Ça veut dire que il représente un PIB plus important que celui du G7. Il représente la capacité d'avoir toutes les matières premières dont ils ont besoin, une capacité commerciale immense, et ils ont décidé de mettre en place un dispositif pour éteindre les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis. Or, si ils décident ensemble de construire un tel dispositif, les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis sont pratiquement éteintes. Déjà, elles sont de très peu d'effet, mais là, elles seront tout à fait éteintes. C'est exactement. quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'ils décident ensemble que le duo, c'est-à-dire le maître Trump et ses chiots de Bruxelles, ne sont plus les gendarmes du monde et ils font ce qu'ils veulent, mais c'est eux qu'ils punissent s'ils prennent des sanctions, car tous les autres sont maintenant liés par un pacte de résistance. Le pacte n'est pas voté, les modalités ne sont pas établies, la chose n'est pas fonctionnelle, elle permet simplement de dire à Trump et aux Européens, ça n'est pas la peine de continuer sur cette voie-là, vous n'irez nulle part. C'est une dissuasion, en quelque sorte, qui pourrait être suffisante pour faire que les Euro-Américains renoncent à cette politique des sanctions qui, pour l'instant, a coûté extraordinairement cher à l'Allemagne, coûte cher à la France chaque jour et ne rapporte aux États-Unis qu'un différentiel vis-à-vis de ses alliés européens, mais pas vis-à-vis du reste du monde. Effectivement. Alors, pour rappel, quand on était à Kazan et à Rio lors des deux derniers sommets des BRICS, c'était une des thématiques centrales, c'était construire un monde multipolaire où il n'y ait plus de régime de sanctions illégal à l'international, puisque un régime de sanctions n'est légal que s'il est décidé à l'ONU, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment. En fait, ils sont allés un peu plus loin que ça déjà, Gilles, parce que ce n'est pas pour rien que Poutine a rappelé au sommet de Rio que la Russie et la Chine échangeaient à 90% hors du dollar déjà. Alors, ils ont beaucoup d'échanges entre les deux et que le principal grand projet de financement de la nouvelle banque de développement qu'a annoncé Madame Dilma Rousseff, eh bien, c'est l'installation de câbles sous-marins permettant des échanges numériques entre les pays BRICS hors des cadres occidentaux, c'est-à-dire un contournement complet de SWIFT et de tous les systèmes bancaires occidentaux. Donc ça avance dans cette direction.
Mais on va d'abord parler peut-être de ce qui compte le plus dans le monde, c'est le destin de M. François Bayrou et ce qui s'est passé hier. Écoutez, ça nous a coûté 40 000 € pour refaire son bureau de maire de Pau, et il fallait bien qu'il y retourne. Ah oui, c'est ce qu'on s'était dit hier. Il va pouvoir aller siéger au conseil municipal de Pau. C'est bien quand même. C'est important pour Pau. Et retrouver son beau bureau. Retrouver son beau bureau. Alors, quelle est ton analyse de ce qui s'est passé dans cette séquence? Pourquoi est-ce que le président que Bayrou a mouillé ce matin, lui ont choisi le 8 septembre? Est-ce que c'est lié au mouvement Bloquons tout du 10 septembre? Est-ce qu'il y a une panique? Est-ce que et pourquoi ils font cela? Pour dissoudre, pas pour dissoudre, pour traînasser? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de présenter un budget qui est imprésentable? Qu'est-ce qui se passe Comme derrière, en souvent, fait, la scène? C'est ça qui nous intéresse, parce que Gilles, toi, tu sais ce qui se passe derrière le rideau. moi je ne sais rien. De toute façon, ceux qui savent ne parlent pas. Alors, ça ne sert à rien de savoir. Ce qui est intéressant dans cette séquence, elle est comme toutes les autres. C'est-à-dire, on commence, on veut faire quelque chose, et puis on se rend compte qu'on n'arrive pas vraiment à le faire, alors on essaye autre chose, et puis progressivement, ça descend, et à la fin, c'est la cata. Vous avez vu hier comment ça s'est réalisé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment où François Bayrou annonce qu'il va demander la confiance, il crée un choc de confiance. Les gens disent, il demande la confiance, c'est un processus honnête. Il ne fait pas un coup avec du 49-3 pour essayer que le RN ne vote pas un jour, que le PS ne vote pas un autre jour, que LFI refuse de voter un troisième jour. Il demande la confiance. Donc, tout le monde se dit, c'est quelque chose, c'est une bonne démarche. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Il veut mettre en place une politique difficile. Il dit, est-ce que j'ai la confiance du Parlement pour mettre en place cette politique difficile? De ce point de vue, c'est démocratique comme idée. Et aussitôt, les socialistes disent, on pourrait la voter. Alors, il y en a qui disent, faudrait faire attention, voter la confiance à un gouvernement Macron-Bayrou, c'est quand même un truc un peu risqué. Et puis, Macron donne le contenu, en faisant le tour de tous ces médias, il donne le contenu de cette confiance. Les boomers sont des méchants et ont ruiné le pays. La dette, ce sont les Français. Les gouvernants n'y sont pour rien. Les milliardaires sont des gens qui aident le pays et grâce au ruissellement, ils peuvent encore nous sauver si on leur donne quelques centaines de milliards de mieux. Et ce discours-là n'est pas passé du tout. Et les socialistes qui voulaient voter la confiance au départ se sont retrouvés avec des électeurs qui leur ont dit « Non mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ce type-là, c'est vraiment ce qui se fait de pire. » Et alors, du même coup, les socialistes se sont rassemblés soudainement pour un vote de défiance, parce que leurs électeurs ne comprendraient plus. Et vous savez, quand on est à 1,76 point à la présidentielle, chaque point perdu compte, d'autant qu'on ne peut pas en perdre deux. Donc, le même phénomène s'est déroulé à LR. À LR, vous savez, on regarde et on dit qui est-ce qui vote pour nous? Alors on regarde les sondages, les études, on interroge les sondeurs, et on dit c'est les retraités. Bon, et Bayrou, qu'est-ce qu'il dit? Les ennemis, ceux qu'il faut vraiment bien assaisonner, c'est les retraités. Bon, à LR, on se dit c'est sympathique, mais si on affronte directement le cœur de notre électorat, on va peut-être dans une difficulté. Et c'est comme ça qu'il n'arrive même pas à rassembler 200 voix pour lui voter la confiance. Alors que, au départ, quand il lance son opération, il est pas loin
de l'obtenir selon les comptages de son entourage. Sinon, il ne l'aurait pas lancé, vous savez. Il était parti de cette idée qu'il pourrait obtenir la confiance en attirant des gens ici et là, et que s'il perdait, de toute façon, c'est Macron qui serait affecté, et ça ne lui déplaisait pas non plus. Et puis, à mesure qu'il a avancé sur son orientation politique, il a vu que tout ce qu'il espérait s'éloignait. Certes, il met Macron en difficulté, mais ce qui est manifeste, c'est que lui est définitivement isolé, je dirais même brûlé pour la vie politique française. Bon, en même temps, il n'est pas si jeune, et puis comme tu as dit, il a un beau bureau à Pau, et il a de quoi faire à Pau. Donc, toi, tu ne vois aucune relation avec le budget et la grande difficulté de faire ce budget. Est-ce que on Si, dirait un sort de c'est ce que j'ai évoqué. Il a plutôt que morceau par morceau faire voter en 49.3 en espérant que tel ou tel groupe ne votera pas la censure de tel ou tel groupe, il préfère partir au départ avec la confiance. Si il a le vote de confiance, le budget passe tout seul, il n'y a plus de débat sur le budget, il a eu la confiance. C'était ça sa logique. Si j'obtiens la confiance, alors non sans manœuvre, hein, François Bayrou n'est pas un ennemi de la manœuvre en politique, on l'aurait remarqué sinon, mais s'il avait la confiance, le budget était une promenade de santé. Et donc, comment on va faire avec ce budget? Parce que le dernier budget, ça a été un petit peu une affaire du même ordre. On avait eu la dissolution, et puis il y a eu reconduction du budget précédent. Là, il n'y a plus de gouvernement, en tout cas, à part pour expédier les affaires courantes. Comment on va faire pour le budget, compte tenu de la situation très difficile comme toujours, dans laquelle est la France? Comme l'année dernière, on va reconduire le budget de cette année jusqu'au moment où les socialistes accepteront, à la demande de Bruxelles, le budget de Macron. Business as usual, disent les anglo-saxons. Donc c'est par différentes manœuvres, chacun essayant de préserver et de tirer la couverture à lui, que ce soit les socialistes, Macron ou Bayrou, c'est la mise de facto de la France sous tutelle de Bruxelles. Est-ce qu'il y a au Parlement une force qui demande que la France décide? Donnez-moi son nom. Non, il n'y en a pas. Bon. Est-ce qu'il y a au Parlement une force qui demande que la France cesse de financer à fonds perdu la guerre en Ukraine et cesse de s'engager chaque jour plus loin dans la guerre contre la Russie? Vous en connaissez une? Donnez-moi un nom. On a un peu la France insoumise avec Mélenchon et certains éléments au RN. Oui, dans les deux cas. oui, bien sûr qu'ils sont pour la paix. Mais quand il faut voter, ils votent. Vous savez, ce qui compte quand même là-dedans, c'est le vote des crédits de guerre. Ensuite, le fait qu'on dise que on souffre, bien sûr, vous savez, mais Staline disait qu'il souffrait de tous ces dirigeants bolcheviques qu'il avait fait tuer dans les procès dans les années 30. Et il souffrait, c'était ses amis de toujours. Et il souffrait de leur trahison et il souffrait d'avoir eu à les faire tuer. Mais vous savez, c'est la grande tradition chrétienne. On souffre, mais on fait. Bon, et est-ce que vous avez vu des gens donc qui là-dedans ne sont pas d'accord avec tout? Parce que la France insoumise, ils sont sympas. Ils sont sympas, ils veulent qu'on donne de l'argent aux pauvres, ils veulent qu'on dise que les racistes c'est mal, ils veulent plein de choses sympas. Mais ils ne vous disent pas où ils prennent l'argent pour les pauvres. Alors ils vous disent chez les riches. Oui, et ça c'est pas possible. Dans l'Union européenne, il y a des règles qui empêchent de faire ce genre de sottises, vous direz.
les européistes. Ils veulent quelque chose qui est simplement un discours. Ils ne sont pas là pour gouverner, ils sont là pour dire le bien. Alors c'est un camp du bien qui ne cherche même pas à faire le bien. Il veut dire le bien. Là encore, on est dans une civilisation chrétienne. Hein. Il est important de dire le bien, après on fait ce qu'on peut. Bon, alors LFI dit le bien, mais il a aucune intention de faire un budget significativement différent. Le Parti socialiste est entièrement dans la main d'Ursula von Leyen. Bon, LFI et sa camarade, la camarade d'Ursula, Aubry, est entièrement dans les bras d'Ursula von Leyen. Nous avons les images, nous les avons vues, elles sont repassées à satiété. Tous ces gens qui se disent nouveau Front populaire, ils veulent ce que veut Bruxelles. Le bloc central, il est lui-même Bruxelles. Quant au Rassemblement national, il pense que Bruxelles, c'est très mal. Il souffre beaucoup de tout ce que fait Bruxelles et de tout ce que dit Bruxelles. Et là encore, France chrétienne, il souffre, mais il vote. À la fin du compte, il fait ce que demande Bruxelles en disant « Regardez Giorgia Meloni, hein, elle fait ce qu'elle peut, elle est obligée de céder à peu près sur tout. » Alors, elle a des succès parce qu'elle se débrouille, parce qu'elle est intelligente, et puis parce qu'elle fait un duo avec Salvini. Vous avez vu Salvini, tous les jours, il y a un paquet pour Macron, tous les jours, il y a un paquet pour Ursula von der Leyen, et ça permet d'équilibrer. Hein. Il est vice-premier ministre, elle est premier ministre, et ils font ça à deux. Mais dans la réalité, vous n'avez aucune force au Parlement français qui soit partisane d'une politique alternative. Alors, je ne vous dis pas que si Marine Le Pen était présidente et qu'elle avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale, elle ne serait pas conduite, au bout d'un certain temps, à souhaiter que la France retrouve une capacité de décision. Personnellement, je le pense, mais ce n'est qu'un avis personnel et qui est basé sur la terrible personnalisation du système de la Ve République, qui fait que je pense Marine Le Pen intelligente, et je pense que devant la réalité des choses et l'évolution du pays, et je pense le fait que le pays irait dans ce sens, elle entendrait ce propos. Ça, c'est ce que je pense de Marine Le Pen. Ça n'a pas grand intérêt tant qu'elle n'est pas présidente. Ça ne... D'autant plus qu'on a un Bardella qui n'est pas l'air totalement aligné sur la vision que tu as de Marine Le Pen, et qui montre, surtout quand il est au Parlement européen, comme tu dis, qui montre quand même des caractéristiques tout à fait atlantistes, néolibérales, et peut-être que j'ai une question, est-ce que tu ne penses pas que... Vous savez, Jordan Bardella, il fait un peu penser à Simone Veil sur un seul point, les sondages. Simone Veil, alors Bardella, il cartonne à 39%. Bon, Simone Veil faisait 89, c'était un peu mieux. Marine ne fait que 36. Mais il faut avoir en tête que les gens qui aiment bien Bardella vont pas voter Bardella. Les gens qui aiment bien Marine, ils vont voter Marine. C'est ça la différence. Simone Veil, elle avait 89 de popularité. Bon, derrière, il y avait quand même Rocard avec 78. Elle s'est présentée aux élections européennes avec 89% de popularité. Elle a mené une liste, elle a fait une très belle bataille de son point de vue, elle n'a pas du tout démérité, et elle a fait 9 points. Parce que les sondages, ils vous disent quelque chose sur la sympathie et ils vous disent quelque chose de fondamental en démocratie, l'acceptation par les minoritaires de la majorité.
Vous avez 89% des gens qui disent, si elle gagne, eh ben voilà, elle aura gagné, ce sera elle la patronne, et on acceptera sans hésiter, on n'aura pas d'état d'âme, ce sera Simone Veil la patronne, et voilà. Bon, maintenant, quand il s'agit de voter pour des orientations, l'orientation de Simone Veil, elle a convaincu 9% des gens. Voilà. Alors, je vous en prendrai un autre cas. Bernard Kouchner, bon, qui était loin derrière, il devait faire que 70 ou 72, c'est-à-dire quand même le double de ce que font les plus forts aujourd'hui. Il a jamais passé le premier tour d'une élection. Jamais. Jamais il ne s'est trouvé au premier tour suffisamment de gens à gauche pour voter pour lui. Mais tous ces gens, s'il avait été élu, et quand il a été ministre dans des gouvernements de droite ou de gauche, ont trouvé parfaitement légitime qu'il le soit. Donc, c'est pas un baromètre de qui va gagner, c'est un baromètre de la démocratie sur qui va être accepté par les gens qui ne voteront pas pour lui comme un dirigeant tout à fait valide. Alors que, par exemple, vous avez des dirigeants, je ne donnerai pas de nom, mais qui sont dans le bas du tableau. Si eux étaient nommés Premier ministre par Emmanuel Macron, comme il en a l'intention, parce qu'il ne regarde que vers des gens qui sont dans le bas du tableau, hein, comme vous avez remarqué. Bon, si eux sont nommés Premier ministre, ils s'apparaîtront comme aussi légitimes que François Bayrou. Je vous rappelle que François Bayrou arrivait à avoir 1 point de moins de soutien qu'Emmanuel Macron, ce qui est une performance. Ça intéresse les scientifiques et les mathématiques. Une petite question encore sur le Rassemblement national. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils font la même erreur qu'a fait la gauche, et en particulier Jospin, à la fin des années 90, quand ils avaient le sentiment qu'il y avait ce qui était le cas d'ailleurs, une majorité de pays sociodémocrates à l'Union européenne et qu'ils pourraient réformer l'Europe de l'intérieur dans un sens qui leur convenait, c'est-à-dire social-démocrate. Est-ce qu'il n'y a pas ce calcul dans le changement d'orientation du RN par rapport à l'UE, par rapport à ce qui était il y a quelques années? Je pense que Marine Le Pen est... Il y a les Polonais, il y a l'AfD, peut-être qu'il y a les Pays-Bas, peut-être que c'est notre moment et que nous aurons la majorité en Europe. Alors autant contrôler ce machin. Non, je crois Marine Le Pen trop intelligente pour imaginer que on peut faire une autre Europe, on peut réformer l'Europe, on peut faire... le discours des socialistes depuis 50 ans, elle l'a vu, elle l'a entendu, elle sait que ça marche pas. Que ce soit pour ses amis ou les amis des socialistes, le système de l'Union européenne, comme le disait pour refuser de voter le traité de Rome Pierre Mendès France, c'est un système fermé dans lequel on ne sort pas. C'est un système à cliquet. Chaque jour, il se referme un peu plus. Chaque jour, les nations ont un peu moins de pouvoir. Chaque jour, les citoyens ont un peu moins de pouvoir. Et on ne peut jamais revenir en arrière. Jamais. C'est un système qui a été construit par le département d'État, mis en avant par un vendeur de cognac qui avait fait des affaires plus ou moins à succès aux États-Unis, et par un homme qui était affligé de la guerre avec l'Allemagne, car il aimait tant l'Allemagne, il n'aimait pas les nazis. Il aimait tant l'Allemagne, je vous parle bien sûr de Schuman et Monet. Et Schuman et Monet ont, pour le compte du département d'État, présenté ce dispositif construit à Washington à une époque précise, pour une raison précise. Les Européens, quel était leur problème? S'ils étaient allemands, ils avaient pris un coup sur la tête, donc il fallait qu'ils absorbent ça. S'ils étaient français, quand on leur disait qu'au nom de la lutte contre l'Union soviétique, on allait réarmer l'Allemagne, la réponse était non. Et
les permanences des parlementaires étaient prises d'assaut dès qu'ils prétendaient voter la Communauté européenne de défense. Les Anglais n'étaient pas plus chauds que ça. Les Italiens étaient revenus de leurs amours allemandes. Les Néerlandais et les Belges n'avaient pas plus que ça envie de réarmer l'Allemagne. Donc, pour réarmer l'Allemagne, il fallait le faire sans les citoyens et sans les députés aussi. Parce que les députés, comme on l'a vu dans la confiance à Bayrou, ils sont sous la pression de leurs électeurs, un petit peu. Hein. Et donc, ils ont construit ce système pour que les citoyens ne puissent pas intervenir, que les politiciens français ne puissent rien dire contre le réarmement de l'Allemagne, que les politiciens et Sa Majesté britannique ne puissent émettre aucune objection sur le réarmement de l'Allemagne. Et ce système dont on voit l'intérêt pour les Américains et l'opportunité en son temps pour les dirigeants maccarthistes, ce système, il ne pouvait pas perdurer après la chute du mur de Berlin sans construire une nouvelle URSS, mais sans le social. Sans le social et sans le culturel. Vous savez, la formation classique en URSS était excellente. Moi, je suis allé pour des raisons professionnelles à Moscou après la chute du mur de Berlin. J'ai vu là un nombre de personnes, notamment de femmes, capables de parler le français sans accent, mais de parler aussi l'ancien français, qui étaient capables de lire dans le texte le roman de Renard, j'ai vu ça de mes yeux, de lire dans le texte le roman de Renard, ce que moi je suis pas capable de faire et je connais pas de français capable de le faire, et de traduire à livre ouvert le roman de Renard en français et en russe. Bon, et ça, c'était la culture délivrée par l'Union soviétique qui, faute d'avoir un projet, faute d'avoir quelque chose à dire, s'était repliée sur les classiques et enseignait à toute sa population les classiques. Au fond, ça avait un côté positif que nous n'avons pas eu à l'époque, que nous n'avons plus du tout ici. Le côté social, je vous rappelle, Léonid Brejnev gagnait le salaire d'un professeur agrégé de philosophie en France et l'éventail des salaires en URSS était de 1 à 4. Pour le reste, c'était une dictature de fer. Eh bien, l'Union européenne reprend pas à pas l'URSS, sauf la culture, sauf le social, avec un éventail des salaires tout à fait explosif et une éducation dans laquelle on suit les préceptes édictés par l'OCDE. Il faut baisser le niveau scolaire sans que les parents s'en rendent compte. Donc, il faut donner les examens de plus en plus facilement pour avoir des gens qui n'ont plus une formation sérieuse, sauf ceux qu'on a envoyés à l'école alsacienne, comme Gabriel Attal, par exemple, qui, lui, a une formation beaucoup plus sérieuse, qui ne l'empêche pas de dire parfois des bêtises. Alors, ce dispositif, il va tourner contre lui, un par un, tous les peuples européens. De ce point de vue, vous voyez les succès et les triomphes, progressivement, des forces dites d'extrême droite. Elles ne sont pas d'extrême droite. En réalité, elles ne réussissent pas parce qu'elles sont d'extrême droite. C'est pas le retour vers Hitler en jupon en Italie et en France ou en Allemagne aussi d'ailleurs, c'est une dame qui dirige. C'est tout autre chose. C'est le refus de la destruction des nations. Au fond, c'est une démarche de gauche, la défense des cultures autochtones. La défense de la culture autochtone française, italienne, allemande, polonaise, hongroise et slovaque, c'est un truc de gauche, la défense des cultures autochtones dans les zones colonisées. Ben, voilà, c'est exactement ça qui se passe. Pour revenir à notre affaire nationale, tu ne penses pas donc qu'il y aura de dissolution et encore moins de démission d'Emmanuel Macron? Ça, je n'en sais rien. Emmanuel Macron ne me fait pas de confidence, et s'il m'en faisait, il me demanderait de ne pas le dire, donc ça reviendrait au même.
Mais rassurez-vous, il n'en fait pas. Les sondages nous disent que si on refaisait maintenant une élection législative, on aurait un résultat qui serait un peu moins bon pour le, entre guillemets, bloc central des 194, un peu meilleur pour le Rassemblement national et un peu meilleur pour les forces qui ont jadis constitué le nouveau Front populaire, mais qui là iraient à la bataille séparément, visiblement. Donc, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais moi, je ne crois pas ces sondages. Je pense que la politique, c'est de la dynamique. Je me souviens de Jacques Chirac demandant à ses sondeurs combien j'ai de voix d'avance si je dissous maintenant. Et je me souviens d'un de ces sondeurs lui disant en quantitatif, vous avez 100 sièges, mais mes qualitatifs me disent que vous allez perdre. Parce que si vous dissolvez, il y aura un débat. S'il y a un débat, toutes sortes de gens s'intéresseront à la discussion et concluront soit parce qu'ils sont de vos électeurs de s'abstenir, soit parce qu'ils sont des électeurs de vos concurrents de voter. Et cela aboutira à un échec. Jacques Chirac a répondu, oui, ben, tout ça, c'est des extrapolations. Ce que je vois, c'est que tous les sondages de tous les instituts me disent que si c'était dimanche, j'ai 100 sièges d'avance, je dissous, vous connaissez la suite. Aujourd'hui, s'il dissolvait, il y a quelque chose qui est en plus dans les sondages intéressants. Une majorité très significative dit qu'elle ne veut plus entendre parler du Front républicain comme cordon sanitaire contre Hitler en jupon, Marine Le Pen. Et donc, même s'il reste une minorité, bien sûr, il reste une minorité en début de débat. Je vous rappelle que la Constitution européenne, écrite par Valéry Giscard d'Estaing, a commencé dans les sondages à 72% de oui. Si on revient à la question budgétaire, et que, comme tu l'as décrit, ce sera le budget choisi à Bruxelles par la commission menée par Mme von der Leyen. Pour ce qu'on en sait, c'est un budget d'une violence sociale sans précédent et dont l'objectif est de casser tout ce qui peut rester du Conseil national de la résistance, des solidarités qui font la République française. Attal vous l'a dit, on n'est plus en 1945, il faut en finir avec tout cela. Il l'a dit il y a 2 jours. Comme Denis Kessler dans un célèbre interview à Challenge en octobre 2007 où il avait dit il faut qu'on se débarrasse du CNR. Bon. Ici, on a toujours dit qu'il y avait un raccord de pensée entre le MEDEF de Denis Kessler et les macronistes. Voilà, Gabriel Attal le prouve encore une fois si c'était nécessaire. Mais tu sais bien que ce n'est pas tenable. Et c'est là que je vais faire le raccord avec le 10 septembre. Il me semble... Cet été, j'ai fait un petit tour de France avec ma famille et un petit peu aussi, pas mal même dans la France périphérique. On voit des agriculteurs, des patrons de PME, des artisans, des ouvriers, des salariés qui en ont ras-le-bol. Ras-le-bol, très très ras-le-bol. Un nouveau coup de maillet dans un pays comme la France où les gens ont une tendance à faire des révolutions ou à s'enflammer. Est-ce une bonne idée pour Bruxelles? Alors, la caractéristique du peuple français, c'est une longue patience. Regardez l'histoire. Le problème, c'est Louis XIV. C'est lui qui déclenche la Révolution française. Mais le peuple va attendre, demander au souverain de manière régulière par des jacqueries de plus en plus nombreuses à partir de 1730. Il va demander au souverain de se soucier de son peuple, de faire une politique pour son peuple. Et avec une très longue patience, il va attendre 1789.
la difficulté du peuple français et de sa longue patience, c'est que quand le ressort se détend, il est d'une violence inouïe. Et il faut comprendre qu'il a fallu toute la force et l'intelligence du général Charles de Gaulle, allié aux communistes, pour empêcher que la libération en 1945 ne tourne au bain de sang. C'est l'alliance des communistes et de Charles de Gaulle qui a évité le bain de sang. Ne croyez pas que c'est la pondération du peuple français. Le peuple français a attendu, avec une certaine patience, de mai 40 jusqu'à la libération, c'est-à-dire l'été, l'automne 44, et là, tout était prêt pour le bain de sang. C'est l'alliance des communistes et de Gaulle qui l'a empêché en disant il faut remettre le pays d'aplomb, il faut remettre des institutions, il faut remettre des préfets, des commissaires de police, des juges. On savait très bien que tous ces gens avaient signé avec Pétain, puisque vous vous souvenez que avait refusé de signer avec Pétain un juge, 3 préfets et 5 commissaires de police. Un des 3 préfets était Jean Moulin. Et ils ont dit il faut remettre les institutions en place. Mais ils l'ont dit en affrontant vraiment le peuple français dans son sentiment spontané, dans son émotion naturelle. Et le Conseil national de la résistance et son programme ont été le moyen d'éviter le bain de sang. C'est-à-dire l'alliance communiste de Gaulle, à travers le Conseil national de la résistance, a entraîné toutes les forces intermédiaires qui étaient entre eux, qui ont vu que c'était ça ou le bain de sang. Le bain de sang pour punir les collaborateurs, qui étaient nombreux, et surtout nombreux dans l'establishment. Et ça aurait été la liquidation de l'establishment à la manière cambodgienne. À la manière cambodgienne, c'est ça la réalité de ce qui aurait pu se passer. Donc, aujourd'hui, le risque devant lequel nous sommes, c'est celui-là. Il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de Charles de Gaulle. La patience du peuple est longue, mais à un moment, elle va finir. Est-ce le moment? Ça, on ne le sait pas et c'est toujours absolument imprévisible. Dans une guerre, on sait, c'est le moment où l'ennemi quitte le territoire national. En temps de paix, c'est plus compliqué. Vous vous souvenez de 1968 et vous vous souvenez qu'est-ce qui a déclenché tout ce mouvement? Ça ne vous a pas échappé. Oui, C'est le fait qu'on a interdit aux garçons de rester après 20 heures dans la partie des filles de la cité universitaire de Nanterre. Et de là, vous avez une boule de neige qui a rencontré des gens qui n'avaient rien à faire du point de départ. Ça n'intéressait au fond que quelques garçons et quelques filles à Nanterre. Bon, et vous vous souvenez d'ailleurs du ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque qui s'était tourné vers le leader de la contestation étudiante de Nanterre pour lui dire que s'il avait des problèmes sexuels, il n'avait qu'à plonger dans la piscine que ce ministre venait d'inaugurer. Il ignorait que ce leader avait trouvé une autre façon de résoudre les manques qu'il pouvait avoir puisqu'il était l'amant de sa fille. Oui. Nous avons passé les 50 ans, donc on peut dire ces choses. Non, bien sûr. Mais on connaît, toi et moi, et surtout toi, l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire français comme européen. Dans cette aventure romanesque, c'est pas l'histoire du mouvement ouvrier. Hein. Non. C'est le côté point de vue image du monde des dessous d'événements politiques dans lequel ad augusta per angusta, c'est-à-dire on va vers des choses importantes par des tout petits chemins.
Oui, non, je pensais au fait qu'il est, quand on connaît l'histoire des mouvements ouvriers et révolutionnaires, assez difficile de prévoir quel est l'élément l'étincelle qui déclenche. Mais c'est vrai que là, le baril est prêt à sauter. Il semble bien chargé. Est-ce que d'ailleurs, la France insoumise, d'ailleurs, capitalise beaucoup dessus en réclamant la démission ou la destitution, suivant l'interlocuteur, d'Emmanuel Macron. Est-ce que est-ce que c'est pas ça, au fond, qui est souhaité par le peuple, qu'on fasse une tabula rasa et qu'on arrête avec ce régime qui aurait été catastrophique pour la France? Vous savez, une des constituantes de la France insoumise est le Parti ouvrier internationaliste. C'est une formation trotskiste qui prête ses locaux pour les conférences de presse de la France insoumise, pour toutes sortes de réunions publiques que fait la France insoumise avec les journalistes. Donc on peut imaginer qu'ils ont une forme de proximité avec cette forme nébuleuse et gazeuse qu'est la France insoumise. Et leur référence, c'est un débat qui a eu lieu dans le mouvement trotskiste dans les années 1970 sur la façon de prendre le pouvoir. Alors il y avait des tas de discussions, il y avait la guérilla qui était prônée par les amis d'Alain Krivine, il y avait la voie démocratique qui était prônée par les amis américains de Krivine, et il y a là-dedans, dans ce débat, un groupe qui a développé l'idée qu'il fallait constituer des sortes de partis socialistes un petit peu à gauche, qui arrivent à agréger progressivement à travers les luttes, à travers des événements, qui se saisissent des opportunités quand elles se présentent, en ne faisant la fine bouche devant aucune opportunité, et qui réussissent à former une organisation, une dynamique, et à arriver ainsi au pouvoir. Les deux personnes qui défendaient cette idée, dont le prénom était Felipe, et que la plupart de la population mondiale a oublié, l'autre s'appelait Ignacio da Silva, et il avait le petit nom de Lula. Vous avez noté que ça a marché, il est aujourd'hui, pour la seconde fois ou la troisième fois, président du Brésil. Et il pèse sur le monde. On en a parlé dans le début de cette discussion. Donc, il y a eu ce débat des années 70 et cette petite formation trotskiste qui produit beaucoup d'idées, même si elle est peu nombreuse. Elle produit pour la France insoumise le service d'ordre des manifestations et les idées. La tradition trotskiste, c'est que les idées et le service d'ordre vont ensemble. Et c'est un petit peu l'idée qui est derrière la France insoumise et son leadership gazeux. C'est l'idée de reproduire l'expérience brésilienne. Saisir toutes les opportunités, prendre la place du Parti socialiste, devenir le parti de gauche, parti du travail au Brésil, parti de gauche en France, France insoumise, et à partir de là, chevaucher le mouvement réel tel qu'il se déroule pour arriver à peser au total. Alors, vous me direz, Lula n'est pas un président trotskiste. Sa politique n'est pas celle que prônait Léon Trotsky pour l'Union soviétique entre 1921 et 1924. Mais le fait est que là-dedans, ce qui reste, c'est l'idée d'influencer la vie politique au-delà même de sa propre formation politique et au-delà même de son propre pays. Donc ça permet de comprendre la France insoumise, de comprendre la France insoumise quand elle se jette dans les bras des islamistes
elle n'a pas de sympathie particulière pour l'islam ou pour les islamistes. Lorsqu'elle se jette dans telle ou telle opération de manière parfaitement populiste, parfaitement opportuniste, tout cela, et il faut voir que il n'y croit pas. Il n'y croit pas, il croit simplement que c'est le moyen d'agréger un peu plus au noyau qu'ils constituent et qui leur permettra d'avoir, à côté du noyau idéologique très constitué par des idées et un service d'ordre, un parti de masse, une formation de masse, un front de masse, mais qui ne dispose pas d'organes de vote. Évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il ne dispose pas d'organes de vote, qui va le mener jusqu'à une forme de pouvoir qui peut devenir le pouvoir politique, comme l'a expliqué Ignacio da Silva et l'a réalisé Ignacio da Silva dans son pays. Ah, je vous laisse sans voix. Ah non, mais oui. Il y a des auditeurs qui nous disent que ça fait longtemps qu'on nous dit que le baril de poudre est prêt à exploser. Bon, il y a quand même une certaine aggravation des problèmes, en particulier pour les petites entreprises et les salariés. Mais est-ce que vous, qui êtes bien informé, est-ce qu'il y a des retours du terrain, du renseignement territorial qui annonce quelque chose de sérieux le 10 septembre ou dans les jours et semaines qui pourraient suivre? Parce que moi, j'ai rencontré Alors, des contrairement gens à ce que vous avez lu dans la presse, je ne suis pas préfet. Et donc, je n'ai pas les notes du renseignement territorial. Mais non, je ne suis pas préfet non plus, mais j'ai parlé à des gens qui travaillent dans le cabinet de préfecture dans la zone, dans des en zones de revanche, France périphérique, et ils nous disent que ça tangue. oui, ça fait un moment. Tout ce qu'on sait des crises révolutionnaires, des explosions sociales, c'est qu'elles ne sont pas liées au degré de méchanceté des dirigeants. Elles ne sont pas liées au degré d'oppression que subit la population. Ça marche pas comme ça. Elles sont liées au fait qu'il apparaît une fenêtre, une ouverture. Les Russes ont abattu le communisme quand Gorbatchev a dit « Nous n'enverrons plus l'armée contre les contestataires ». Ouverture. Il a dit « Le socialisme et la liberté ». Ouverture. Ces gens ont balayé tout. Tout. Il n'est rien resté. Il a dit « Ce soir, on peut ouvrir le mur de Berlin pour qu'un certain nombre de gens qui veulent aller voir leur famille puissent aller voir leur famille ». Il n'est rien resté de la RDA. Le comité Honecker, certes, des gens remarquables, mais très peu nombreux. Et en France, le roi convoque les États généraux, il ne restera rien, ni de ces États généraux, ni du reste. À partir du moment où il y a une ouverture, où les Allemands quittent le territoire national, à partir du moment où Blum est élu président du Conseil, alors ça pète. C'est pas avant l'élection de Blum que ça se passe. C'est une fois que Blum est élu et qu'il annonce un programme très modeste, très modéré, et que les gens se disent « Oui, mais quand même, il est avec nous, ce Léon Blum. Il est avec nous. Et on va y aller. » Et à ce moment-là, c'est la grève. C'est pas du tout la grève à la demande de Blum. Il n'y avait pas pensé, ça lui semblait pas du tout une bonne idée, et au total, il a fait avec, et c'est ce dont on se souvient sous le nom Front Populaire. Mais c'est pas du tout le programme du Front Populaire. C'est le programme de la grève qui s'est mis en place parce que ils ont ressenti Léon Blum comme un des leurs. Et ils ne se sont pas trompés d'ailleurs, puisque finalement Blum ne les a pas affrontés et il a affronté le mur de l'argent. Il n'a pas réussi à le vaincre, mais il a quand même réussi à apporter quelques conquêtes au monde ouvrier. Donc, ce qu'il faut observer, c'est est-ce qu'il va apparaître une ouverture ? Si
apparaît une ouverture, une personne qui est élue, par exemple, qui dirait quelque chose qui donne aux gens le sentiment que cette personne est des leurs et qu'elle comprend leur vie, qu'elle comprend leurs problèmes, parce que vous avez vu qu'il y a quand même 8 ou 9% des gens qui pensent que Macron comprend leurs problèmes, et il y en a 5 ou 6 qui pensent que Bayrou comprend leurs problèmes. Alors, on est quand même dans le CSP++++, hein, là, on est quand même dans des revenus qui sont à 5 chiffres. Donc, et surtout des patrimoines à 8 et 9 chiffres. Donc, c'est la possibilité d'une ouverture qui fait que le mouvement, le peuple se met en route. Le peuple, globalement, on a rarement vu de peuple se mettre en route pour aller vers le mur. Au ghetto de Varsovie, ils savaient l'armée rouge toute proche. C'est l'armée rouge qui les a tués. En refusant de libérer le ghetto de Varsovie, en restant devant parce que Staline ne voulait pas de ces gens qui allaient donner des idées. Et il me semble que c'est plutôt la révolte polonaise nationale, parce que le ghetto de Varsovie était déjà massacré Non, avant. non oui, mais le ghetto de Varsovie aurait pu ne pas être écrasé, aurait pu triompher si les soviétiques avaient fait un pas. Mais ils ont délibérément, ils sont restés sur le côté pour voir écraser le ghetto de Varsovie. Et il y a toujours cette dimension. Jamais les peuples ne se précipitent majoritairement vers la mort. Alors, ils peuvent le faire lentement, hein, comme la grenouille qu'on fait cuire actuellement à travers l'euro numérique, à travers le pass sanitaire, à travers le pass carbone, à travers toutes ces choses-là. Mais ça, c'est le phénomène de la grenouille dans la marmite. C'est pas le phénomène d'un mouvement de masse qui se précipiterait vers le totalitarisme. La situation est bloquée dans notre pays? Alors, Parce qu'on a ce des fonctionnement analystes, américain. des analystes politiciens de chaînes d'information vous diraient la situation est bloquée. Des analystes qui prennent un peu de hauteur historique vous diraient la situation est fluide. Elle est extrêmement fluide. Elle peut tourner dans tous les sens. Elle peut produire les choses les plus inattendues. Elle est extrêmement fluide, mais rien ne dit que cette fluidité va se concrétiser immédiatement. Au niveau historique, c'est-à-dire sur les années qui viennent, elle est fluide et explosive. Au niveau de la semaine et des pronostics sur quel est le médiocre qui sera choisi comme Premier ministre, vous avez lu le Gorafi, Emmanuel Macron tient secrète une liste de 17 médiocres dont il pourrait faire le Premier ministre, mais pour l'instant il la tient secrète parce que sinon il y aurait d'autres médiocres qui voudraient en être. Est-ce que tu penses que la coalition des volontaires qui est menée par notre président de la République est une manière qu'ont trouvé les dirigeants européens qui sont européistes, sociolibéraux, mondialistes et atlantistes pour détourner l'attention d'une part de la population en l'effrayant avec l'invasion imminente de la Russie et le défilé des chars russes sur les Champs-Élysées. Est-ce que c'est un moyen d'éviter d'aborder les problèmes de crise économique dans laquelle est en train doucement d'entrer et de s'embourber l'Europe, Grande-Bretagne comprise, où il y a
où il y a une raison objective liée au conflit en Ukraine et qu'il pense pouvoir d'une manière ou d'une autre dépasser. La coalition des pieds nickelés est aussi débile dans sa structure qu'inconsistante dans ses projets. Elle dit qu'elle va mettre des troupes au sol. Aussitôt, l'Italie dit qu'il n'en est pas question. La Pologne dit qu'il ne faut même pas y penser. L'Allemagne dit qu'elle n'a jamais parlé de ça. Et quant aux petites nations, on ne leur donne pas la parole, mais elles diraient la même chose probablement. Il y a à la tête de ça 3 personnes qui sont en mauvaise posture dans leur pays. Macron, c'est pas la peine d'insister. Starmer, il vient d'arriver et déjà ça va mal. Merz, il vient d'arriver et déjà ça va très mal. Donc ces gens, ils ont besoin de faire une diversion et ils ont besoin de tenter un va-tout. Après tout, Trump pourrait mourir. Vous avez vu que les chaînes de télé nous ont dit qu'il allait mal. Vance pourrait être assassiné. Et on pourrait voir un retour de l'État profond américain en symbiose avec Davos, et à ce moment-là, on reprendrait la Grande Guerre pour diviser la Russie en 12 États manipulables, comme Kaja Kallas vous l'explique en termes clairs chaque jour. C'est cette tentative un peu désespérée. Mais enfin, bon, vous avez vu que Zelensky dit que si Poutine veut le rencontrer, il faut qu'il vienne à Kiev. Dans le genre régime change, ces gens qui ont tiré sur les propres manifestants qu'ils avaient convoqués, on ne peut leur faire confiance en rien, mais en rien Moi, du tout. La justice, que Poutine le prenne au mot. La justice ukrainienne elle-même a déterminé il y a quelques mois que c'était les amis de Zelensky qui avaient tiré sur les manifestants pro-Zelensky. Enfin, qui étaient pro-Euromaïdan, c'était pas encore Zelensky. À la tribune, il y avait Joe Biden, Bernard-Henri Lévy, Genscher, le ministre allemand des Affaires étrangères, et l'ancien président français du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Oui, c'était les unités d'extrême droite de Pravi Sektor, le secteur droit, entre autres dirigé par un certain Paroubi, qui a rencontré une balle définitive il y a peu à Lviv. Qui comme l'assassin acquitté de Jean Jaurès, a ensuite rencontré son destin. Voilà. Alors je disais, peut-être que Poutine pourrait prendre Zelensky au mot et venir jusqu'à Kiev, mais sur un char, ce qui serait pas exactement ce qu'a prévu Zelensky. Je pense que nous ne savons pas ce que se sont dit Trump et Poutine en Alaska. Je pense qu'ils ont parlé vrai, ils ont passé de vrais accords politiques qu'ils vont respecter l'un et l'autre. Ils vont faire du cinéma, surtout Trump, autour, mais je pense que Trump ne se départira pas de ce qu'il a promis à Poutine et que Poutine tient exactement ce qu'il a promis à Trump et qu'ils n'ont rien à faire, comme ils l'ont dit l'un et l'autre, des agitations des Européens. Vous avez vu que la réunion de la coalition des volontaires, au bout de 20 minutes, le représentant des États-Unis a fait savoir qu'il partait, qu'il n'avait rien d'autre à dire ni à faire avec cette coalition. Or, elle n'existe que par les États-Unis, car je vous rappelle que les armes dont disposent les volontaires indiqués, à l'exception de la France qui a quelques armes indépendantes, quelques-unes, pas toutes, son sous-marin nucléaire ne l'est pas, ont besoin tous les 3 jours d'un code délivré par le Pentagone. Le sous-marin nucléaire, vous savez, il vit sa vie comme il veut, mais il ne peut lancer les avions qu'avec l'accord des États-Unis, car la catapulte est américaine.
Une dernière question avant de te libérer, si tu veux bien. Comment tu as perçu le mini-scandale révélé par l'incorrect concernant les journalistes de France Inter qui, rencontrant des responsables politiques de gauche, disent qu'ils vont organiser la victoire de Glucksmann à la prochaine présidentielle et faire un sort à Dati pour les municipales à Paris? Alors, ça m'a fait penser au Figaro du 28 mars 2024. Dans ce Figaro, Madame Adèle Van Reit, qui est la directrice de France Inter, dit « Les faits, c'est que nous sommes une radio progressiste et nous l'assumons ». Alors, en juillet 2023, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, dit « On essaie de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit ». C'est-à-dire qu'il y a eu une captation du service public par le camp du bien. Et il se sent tellement à l'aise, ce camp du bien, qu'il va ouvertement dans les restaurants discuter entre amis du camp du bien comment on va liquider le camp du mal et imposer à ce marais centre-droit, centre-gauche qui écoute France Inter, on va leur mettre Glucksmann, ils seront obligés avec un truc Canfin, Ruffin, ils seront obligés de voter Glucksmann et ça marchera. Ils n'ont pas le choix. Voilà comment ces gens considèrent, non pas le peuple, mais le courant politique qui est derrière eux. C'est-à-dire que leur mépris est abyssal. Ils sont les maîtres du camp du bien, ils sont les grands prêtres. Tous ces gens doivent être mis dehors. C'est simple. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Dehors. Oust. Eh bien, merci Gilles pour tes analyses et ce grand oust, ce dégagisme final sur les services publics qui n'est plus tellement public, en tout cas plus trop pluriel. Merci de m'avoir donné l'occasion d'exprimer quelques idées. Merci Gilles.